Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce cours. Bienvenue au cours 2019, au cours duquel je vais vous parler d'organoïdes, d'embryoïdes, de blastoïdes, tous ces objets biologiques qui finissent en oïdes. Avant de démarrer ce cours, j'aimerais vous rendre attention au colloque de cette année qui sera organisé en collaboration avec mon collègue Alain Prochian, professeur également ici, qui est administrateur du collège, et qui aura lieu la semaine prochaine, le 15 et le 16 mai, qui touchera la question de la régénération, et vous verrez qu'en fait c'est une question qui est très proche de la question que j'ai développée sur les organoïdes, à savoir le potentiel de cellules à s'auto-organiser, à s'auto-réparer. La question qui sera adressée est en fait la régénération récapitule-t-elle le développement embryonnaire? Autrement dit, est-ce que les mécanismes qui sont mis en jeu lors de régénération sont les mêmes mécanismes qui sous-tendent au développement embryonnaire? Est-ce qu'on ne fait que réactiver ces mécanismes ou est-ce qu'on utilise d'autres voies? C'est un colloque qui aura lieu donc sur 2 jours et qui sera en anglais. Voilà. Alors cette année, je vais donc vous parler d'organoïdes, de la question des cultures en 3 dimensions, au modèle de développement et de pathologie. Et ce que j'aimerais faire pour commencer, c'est vous donner les objectifs de ce cours, quelle était l'idée derrière faire ce cours, les objectifs auxquels j'aimerais arriver. Je vais vous donner un programme du cours rapidement, et puis ensuite je commencerai vraiment en vous traçant une perspective historique qui sera courte, mais que j'ai sélectionnée pour vraiment les événements principaux qui ont conduit à l'émergence de ces organoïdes. Et puis, si le temps le permet, je commencerai à décrire les caractéristiques principales de ces objets biologiques. Voilà, les objectifs de ce cours, en fait, c'est très simple. Le but général, c'est vraiment de vous familiariser avec l'étude des organoïdes et des embryoïdes, que je définirai dans quelques minutes, de comprendre leur histoire matérielle et conceptuelle, ainsi que leur origine expérimentale, mais bien sûr de les placer dans le contexte global de la recherche fondamentale actuelle, en embryologie et en médecine. L'idée du cours est de développer ces différents aspects en prenant comme support, comme exemple, des travaux et des publications qui sont parmi vraiment les plus actuels dans ce domaine de recherche. Certains d'entre eux ne sont d'ailleurs pas encore publiés, tout en gardant comme toile de fond les questions essentielles de la valeur heuristique de ces nouveaux modèles, de ces objets biologiques. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent sur des mécanismes plus larges et de leurs applications possibles pour résoudre certains des défis d'importance qui se présentent à notre société dans le domaine biomédical. En fait, à quoi ces organoïdes en quoi peuvent-ils nous être utiles dans la recherche et dans l'application de la recherche? Le programme du cours est le suivant. Je vais commencer par vous donner une introduction, essayer de remonter, de comprendre d'où vient cette pensée en 3 dimensions, de définir brièvement ce que sont ces organoïdes, à quoi ça correspond, ensuite de passer sur leurs caractéristiques principales, qui sont nombreuses, je dirais il y en a 3 vraiment principales. La première, c'est la diversité des tissus qui sont produits. La deuxième, c'est que ces tissus s'organisent en architecture, une architecture particulière. Et la troisième caractéristique, qui est la plus importante, la plus mystérieuse, c'est cette capacité d'auto-organisation sur laquelle nous reviendrons
à maintes reprises. Ensuite, je passerai sur la fabrication, l'ingénierie de ces organoïdes, qui souvent est un tour de force, en décrivant un peu quels sont les systèmes de culture, quelles sont les origines des cellules, des tissus qui sont utilisés pour fabriquer ces organoïdes. Et là, on parlera passablement de cellules souches, des cellules ES, des cellules IPS, qu'on définira. Je passerai peut-être un cours, peut-être un peu moins, sur les organoïdes humains, donc fabriqués à partir de cellules, en grande partie à partir de cellules souches ES et IPS humaines, pour essayer de voir quelle pourrait être leur utilisation clinique. Et puis ensuite, on rentrera dans le dur, dans vraiment l'expérimental. Et j'ai choisi de façon un peu hasardeuse finalement, en fait en fonction plutôt de la qualité des travaux qui sont faits que de leur impact ou que des buzz qu'ils génèrent finalement, j'ai choisi de vous parler en détail de 3 types d'organoïdes. D'une part, les organoïdes intestinaux, qui, comme vous le verrez, sont probablement ceux qui ont été le plus travaillés jusqu'à présent. Les organoïdes cérébraux, que certains de mes collègues appellent des mini-brains, des mini-cerveaux en culture, dont on a beaucoup entendu parler dans la presse et ailleurs. Et puis un nouveau type d'organoïdes assez récent, qui sont des organoïdes hépatiques, qui sont censés récapituler la fonction hépatique en culture. Et puis je mentionnerai ici et là des organoïdes de rétine, ici et là parce que en fait, ce sont ces organoïdes qui sont les plus historiques, produits par le laboratoire de Yoshiki Sasai au Japon. Et donc j'y ferai référence à plusieurs reprises pendant ce cours. Et puis probablement les 2 dernières séances seront consacrées aux embryoïdes, c'est-à-dire non pas à des organoïdes faits à partir de cellules pour récapituler des types d'organes, mais des organoïdes faits à partir de cellules pour récapituler des types d'embryons. Le but étant de reconstruire des embryons in vitro. On discutera des avantages nombreux de ce type d'approche, non seulement d'un point de vue scientifique, d'un point de vue expérimental, mais également d'un point de vue éthique, bien entendu. Et là, nous parlerons d'embryons très précoces, qui sont mentionnés sous l'appellation de blastoïdes pour des pseudoblastula. Et puis nous passerons à des travaux qui visent à produire des embryoïdes par l'agrégation de différents types cellulaires, notamment des embryoïdes ETS, des embryoïdes ETX, et puis aussi des travaux qui visent à produire des embryoïdes humains. Et puis je terminerai par la production d'un nouveau type d'embryoïdes qui sont appelés les gastruloïdes, qui en fait reflètent des stades qui sont légèrement plus âgés que ces embryoïdes, donc des stades où l'embryon est en fait en train de faire des mouvements, de s'organiser en plusieurs tissus et organes. Voilà, ça c'est le programme du cours, et je vais donc commencer par une introduction en vous disant que le développement de ces organoïdes, en fait, historiquement, est étroitement associé à l'idée de penser en 3 dimensions. Et évidemment, pour les embryologistes du passé, c'était normal de penser en 3 dimensions. Pour tous les gens qui sont partis dans les cultures de cellules, dans les années 30, 40, 50, la pensée a été en quelque sorte transformée en une pensée en 2 dimensions. Et ce n'est que vers la fin des années 60, le milieu des années 50, que cette idée de penser le développement en 3 dimensions a réapparu. Alors d'abord, j'aimerais vous dire que le développement embryonnaire
est un processus qui est complexe et qui se déroule en 3, voire même 4 dimensions. La 4e dimension, le temps, c'est une dimension qui, pour l'instant, n'est pas du tout maîtrisée en sciences du vivant, en fait, contrairement à d'autres disciplines, peut-être, comme la physique, où on a quelques notions de ce que le temps veut dire. En biologie, on a très peu d'idées, en fait, de la signification du temps, de ce que cela représente, de passer de l'idée du temps moléculaire à l'idée d'un temps ontogénétique. Comment est-ce que l'on peut traduire des réactions chimiques dans un temps de grossesse, par exemple. Donc je vais éviter de parler de cette 4e dimension. De très nombreuses décisions concernant la différenciation des cellules, des décisions par exemple qui se présentent très tôt pendant le développement, où l'embryon doit décider, où les cellules doivent décider, est-ce que je vais plutôt partir de ce côté-là ou plutôt partir de ce côté-ci? Est-ce que je vais plutôt faire un dérivé endodermique ou un dérivé mésodermique? Beaucoup de ces décisions dépendent en fait de l'architecture 3D de l'embryon. Pourquoi? Parce que cette architecture va mettre en contact des tissus particuliers, ou va permettre des transferts de signaux, de molécules, qui ne seraient pas possibles dans un objet sans architecture. Et c'est important, ça a l'air absolument logique, mais c'est très important de comprendre que l'architecture de l'embryon que l'on voit, c'est à la fois le résultat de processus qui se passent, mais c'est également la source de processus qui se passent. Comme résultat de ces processus, on obtient une architecture, mais cette architecture en elle-même est nécessaire pour réguler les processus suivants, sur l'intégration de signaux, etc. Ces phénomènes, bien entendu, ne peuvent pas être reproduits en culture de cellules classique. L'embryon mammifère lui-même est beaucoup trop complexe pour en étudier les détails. Pensez par exemple à son accès. Alors on a accès à l'embryon pré-implantatoire. Parlons de la souris, peut-être, plus simple. On peut obtenir beaucoup d'embryons pré-implantation, mais même si vous en obtenez 1000, 2000, 3000, 5000, ce sera toujours très peu pour pouvoir faire des études de biologie moléculaire, de biochimie. Lorsque vous commencez à avoir du matériel, ce sont des stades relativement tardifs. Et en fait, les stades les plus intéressants du développement, ceux où vraiment l'embryon va s'organiser, va former tous ses axes, c'est au moment de l'implantation, peu après, c'est ce qu'on appelle la gastrulation, la neurulation. C'est exactement le moment où l'embryon est vraiment difficile à accéder, pratiquement impossible. Donc les choses intéressantes se passent aux moments les moins accessibles. En fait, c'est une remarque qui est connue dans le milieu comme le paradoxe du réductionnisme embryologique, c'est-à-dire que l'on peut dériver des lignées de ces tissus embryologiques, des lignées par exemple des feuillets embryonnaires qui ressemblent à du mésoderme, qui ressemblent à de l'endoderme, qui ressemblent à de l'ectoderme, mais bien entendu, on perd les architectures qui sont nécessaires au développement même de ces lignées. Donc on est en fait coincé entre deux systèmes d'études, un système dans lequel on peut obtenir beaucoup de matériel, des cellules en culture 2D, mais qui est peu représentatif de la vraie situation, et un système extrêmement compliqué qui est l'embryon, qui est très représentatif de la vraie situation, mais avec lequel on ne peut guère travailler. Et en fait, en plus, les cultures de cellules classiques n'ont pas permis jusqu'à présent, je pense qu'il y a peu de chances qu'ils le fassent, de criblage chimique efficace. Alors j'ai mis ici quelques références de drogues, de médicaments. Et c'est quelque chose qui a été beaucoup essayé dans les années 60, 70, 80, pour essayer d'utiliser ces cellules en culture pour trouver des molécules intéressantes. Vous savez que pour trouver des molécules intéressantes, il faut du nombre.
Il faut des grands nombres pour pouvoir faire des analyses massives, pour pouvoir essayer d'en ressortir un événement extrêmement rare. Donc on peut effectivement avoir un très grand nombre de ces cellules, mais après plusieurs années et plusieurs essais, il a fallu tout de même admettre que ces cellules en culture étaient trop éloignées des vrais systèmes biologiques pour en ressortir quelque chose d'intéressant. D'où la nécessité de développer des systèmes de développement in vitro incluant cette troisième dimension. Alors ces modèles de culture en 3D apparaissent en fait vers la fin des années 80. Quelques tentatives ici et là, par lesquelles généralement ce que l'on fait à ce moment-là, c'est de prendre des tissus, de les découper avec des lames de rasoir, d'en faire des tout petits morceaux et d'essayer de les cultiver dans des milieux particuliers sur lesquels je vais revenir dans quelques minutes pour produire ce qu'à l'époque on appelle des pseudo-organes. Évidemment, ce n'est pas suffisant et rapidement on s'aperçoit de la nécessité, je dirais peut-être au milieu des années 70, de développer des vrais protocoles adéquats. Et ces protocoles vont émerger en fait grâce au projet conjoint de 3 disciplines relativement différentes les unes des autres. Et ces 3 disciplines sont les cellules souches, l'ingénierie culture de cellules, la biologie et la génétique du développement. Alors, en ce qui me concerne, je pense que c'est vraiment vers la fin des années 70, sur une dizaine d'années, jusque vers la fin des années 80, que cette convergence s'est faite. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent ces 3 domaines, vous noterez qu'en fait, cellules souches, fin des années 70, 1980-81, découverte majeure, celle des cellules souches embryonnaires, qui a révolutionné le domaine, qui en fait a démarré ce domaine d'études, n'est-ce pas, chez les mammifères. Fin des années 70, début des années 80, 1985, révolution de la génétique du développement, avec la découverte des gènes impliqués dans le développement des animaux, et le fait que ces gènes sont pratiquement les mêmes chez tous les animaux. Ceux d'entre vous qui étaient au cours de l'année passée, c'était le sujet de ce cours. Et puis, peut-être moins connu pour certains d'entre vous, une révolution dans l'ingénierie de la culture des cellules à partir du milieu des années 70 avec la découverte de plusieurs molécules qui sont des molécules clés pour cultiver des cellules, notamment l'aminine, la fibronectine, qui sont des molécules de la matrice extracellulaire, et puis une découverte majeure dont je vais vous reparler dans quelques minutes, qui est celle du matrigel, qui est un gel biologique, une sorte de gelée extraite de cellules tumorales, qui en fait a permis de démarrer ces cultures en 3 dimensions. Et c'est donc ces 3 grands développements qui finalement ont conduit à la concrétisation de ces objets, de ces organoïdes, qui, comme on va le voir, ont commencé à émerger, je dirais, vers les vrais organoïdes, vers 2005-2006. Donc, comme d'habitude, en fait, des développements conceptuels, biologiques, qui suivent de 5 à 10 ans des développements technologiques, ce qui est vraiment la constante en sciences de la vie. Donc à cet égard, en fait, les organoïdes peuvent être considérés comme une sorte de pont entre ces disciplines. C'est mis ici, un pont entre, d'une part, l'in vitro classique, donc ces cellules de culture en 2 dimensions sur lesquelles tous les laboratoires ont travaillé pendant des années et des années, et puis les approches totalement in vivo sur les embryons. Et vous voyez ici un organoïde entre les deux qui fait
fait une sorte de pont entre ces deux disciplines. La raison pour laquelle je vous montre cette image, en fait, n'est pas simplement pour illustrer ce concept de pont entre l'in vitro et l'in vivo, mais c'est vraiment pour placer cet objet entre ces deux objets et non pas en dessous de ces deux objets. C'est un point sur lequel on reviendra à plusieurs reprises, notamment à la fin du cours, pour mentionner que quelle que soit la qualité biologique de ces organoïdes, et vous verrez que certains sont tout à fait étonnants dans ce qu'ils peuvent faire, absolument invraisemblables, quelle que soit cette qualité, personne ne prétend que ces organoïdes, aujourd'hui ou un jour, dans un avenir relativement rapide, vont pouvoir remplacer l'étude de ces systèmes traditionnels. C'est vraiment une question de les compléter, mais non pas de les remplacer. Donc c'est vers le début des années 2000 que vont apparaître les premiers travaux qui laissent présager des possibilités à venir, celles que nous allons discuter en détail un peu ultérieurement. Mais j'aimerais vous montrer un de ces travaux initiaux, qui est un travail de Simian, du laboratoire de Bissell. Et ce que vous voyez là, en fait, est une culture de 24 heures à 96 heures, 4 jours de culture, d'un explant de glandes mammaires. Alors vous voyez ici, j'ai copié ce paragraphe des méthodes, où l'on voit la 4e glande mammaire, parce que chez la souris, il y en a plus que 2, toute une série. 4e glande mammaire ont été enlevées entre la 10e et la 14e semaine de souris vierges, c'est-à-dire bien après leur maturité sexuelle, and minced with 2 parallel razor blades. Donc, mince, ça veut bien dire ce que cela veut dire, émincé. Donc, il n'est pas question ici de suspension cellulaire, il est question de faire une sorte de hachis de ces glandes mammaires, et puis de les mettre en culture. Et puis, dans la culture, vont s'attacher ces groupes de cellules qui vont se développer, mais pas tant, en fait, en restant pratiquement des sortes de pseudo-petites glandes mammaires sans aspect particulier. Par contre, si la même expérience est faite en rajoutant au départ de la prolactine, qui est donc l'hormone qui va accompagner la maturation des glandes mammaires, eh bien vous voyez qu'in vitro, cet amas de cellules va rapidement entamer ce que l'on appelle un branching morphogenesis, que j'ai traduit par une morphogenèse par bourgeonnement. Je ne suis absolument pas sûr de cette traduction, mais c'est une des traductions possibles, qui est le type de morphogenèse de beaucoup de nos organes épithéliaux, par exemple les poumons ou la prostate, qui sont des organes qui croissent en bourgeonnant, en faisant des tas de bourgeons successifs. Vous voyez ici, c'est très typique de la morphogenèse d'une glande mammaire. Sans traitement, aucun signe de morphogenèse. Avec traitement, 100% de transformation de ce type. Ce traitement, excusez-moi, ce n'est pas de la prolactine, je vous montrerai la prolactine tout à l'heure, c'est un traitement avec du TGF-bêta, c'est donc du Transforming Growth Factor, c'est un facteur qui a été isolé à l'origine de cellules transformées, toute une famille de facteurs, à une concentration qui ne vous dira pas nécessairement grand-chose, mais une concentration assez faible finalement, et qui donc déclenche cette morphogenèse par bourgeonnement. Ce qui est intéressant ici, c'est que le TGF-alpha, pas bêta-alpha, est normalement exprimé dans l'épithélium mammaire. Donc on pense que c'est la molécule qui normalement déclenche cette morphogenèse par bourgeonnement. Et la façon dont elle fonctionne, pour les experts dans l'audience, c'est au travers d'une chaîne de transduction de signal qui implique des kinases qu'on appelle des MAP kinases,
notamment les kinases ERK1 et ERK2. Ça, c'est pour le détail. Depuis ces travaux, qui probablement sont vraiment les premiers travaux qui montrent ce potentiel de morphogenèse en réponse à un seul facteur en culture, de très nombreux types d'organoïdes ont vu le jour. Et aujourd'hui, je dois dire qu'il y a très peu d'organes et de systèmes qui résistent à la production d'organoïdes. Il y a encore quelques années, je vous aurais parlé du foie, et c'est précisément la raison pour laquelle je vais vous présenter des organoïdes de foie, que ce soit le pancréas, les poumons. On arrive actuellement à produire des organoïdes à partir de pratiquement, qui reflètent l'existence de pratiquement tous les tissus adultes. Vous voyez ici, j'ai mis quelques exemples des intestins, on va y revenir, les glandes mammaires, l'estomac, extrêmement intéressant, pas le temps d'en discuter, les mini-cerveaux, à partir, donc, qui illustrent le fonctionnement de tissus adultes ou qui illustrent le fonctionnement de tissus fœtaux, qui reflètent la morphologie de tissus fœtaux, comme les mini-brains, les mini-cerveaux. Ici, vous voyez le développement de optic cup, des rétines, lesquelles on reviendra aussi pendant ce cours. Vous voyez ici encore une fois le développement de l'épithélium de l'estomac, et puis qui reflète le développement précoce des embryons, de l'embryon humain, des gastruloïdes, etc. On aura l'occasion de revenir sur tous ces gastruloïdes. Alors, laissez-moi maintenant passer aux définitions et un bref historique. Les définitions, il y en a pratiquement autant que de collègues qui souhaitent donner des définitions, en fait. C'est un champ qui s'ouvre, c'est un champ nouveau, et chacun essaye de le marquer d'une façon ou d'une autre. Alors j'ai cherché des définitions par les laboratoires qui sont les laboratoires leaders dans ce domaine. On trouve une très bonne synthèse de ces définitions dans un texte de Simian et de Mina Bissell en 2016. D'abord, il s'agit de ne pas confondre avec l'utilisation du terme organoïde des années 50-60, qui faisait allusion à quelque chose de totalement différent, qui était en fait des agrégats cellulaires, soit des tumeurs en culture. On parlait d'organoïdes, notamment des tumeurs de type tératocarcinome. Ensuite, les définitions varient. Organoïdes, Shamir-Ewald, allusion à des explants primaires de tissus épithéliaux, des clones cellulaires dérivés de cellules souches épithéliales, etc., etc. Organoïdes contenant plusieurs types cellulaires, Lancaster, Knoblich. Organoïdes d'une structure 3D dérivée de cellules souches, type cellulaire spécifique, organes particuliers, capables d'auto-organisation. Vous voyez que plus les dates des définitions sont précoces, plus les gens empilent les caractéristiques pour que la définition soit la plus complète possible. Un organoïde, un cluster de cellules en 3D, dérivé soit de tissus primaires, de cellules ES ou IPS, capable d'auto-organisation, self-renewal, etc. N'ayez pas peur, ça a l'air très compliqué. En fait, les exemples que je vais vous montrer sont beaucoup plus simples que leur définition, finalement. Mais si on peut extraire des mots-clés, ce que j'ai fait en rouge ici, on peut extraire des mots-clés de ces différentes définitions. Vous voyez par exemple, dérivé de cellules souches, c'est un bon critère. Contenant plusieurs types cellulaires, c'est un très bon critère. Capable d'auto-organisation, c'est un critère clé. C'est vraiment une des définitions fondamentales de ces objets biologiques. Ici, capable de self-renewal, autrement dit de s'auto-perpétuer, avec des fonctionnalités similaires au tissu d'origine. Là, on introduit maintenant quelque chose en plus qu'une définition qui est purement morphologique, c'est une définition fonctionnelle. C'est-à-dire que pour qu'un organoïde soit qualifiable d'organoïde, il doit produire in vitro des caractéristiques fonctionnelles de l'organe qu'il est censé illustrer in vivo. Une bonne façon d'estimer
l'impact d'une discipline en sciences de la vie, c'est d'interroger des serveurs de publication sur le nombre de publications par année qui contiennent tel ou tel mot, soit dans leur titre, soit dans les mots-clés. Et si l'on fait cet exercice en introduisant organoïde, on obtient en fait la courbe suivante. C'est une courbe qui est extrêmement intéressante. Vous voyez qu'avant les années 1960, il n'y a pratiquement rien. Et puis, soudainement, il y a une grosse bulle. Vous voyez ici pratiquement 500 publications par an. C'était beaucoup à l'époque, ce serait un peu moins aujourd'hui, où les gens publient beaucoup à propos de tout, mais cette énorme bulle. En fait, cette bulle est un artefact, car le logiciel a considéré dans cette recherche le mot organe en plus du mot organoïde. Donc ça a pris pas mal de temps aux auteurs de cette courbe de réaliser qu'en fait, toute cette courbe-là ne vaut rien. Ce nombre de publications correspond au nombre de publications contenant le mot organe. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que vous voyez qu'à partir du milieu des années, à peu près du début de l'année 90, on parle très très peu d'organes finalement en sciences de la vie. C'est redescendu à un niveau extrêmement bas, pour des raisons que je ne vais pas discuter, mais disons qui sont intéressantes. Par contre, lorsqu'on le regarde vraiment, cette courbe, en fonction du mot organoïde, ou du mot-clé organoïde dans le titre, eh bien, vous voyez que ça démarre vraiment en 2010. C'est ces deux courbes-là. Et ce qui est de très intéressant, c'est que cette courbe ici en triangle est la courbe qui correspond au mot 3D Cell Culture. D'accord ? Donc vous voyez qu'en fait, il y a une dizaine d'années de lag, de retard, entre l'émergence d'énormément de papiers de littérature sur ces systèmes de culture en 3 dimensions, comment faire, quoi mettre dedans, quelles molécules mélanger pour que ça pousse en 3 dimensions, et 10 ans plus tard, le début de la publication des organoïdes. C'est à peu près le lag qu'on observe dans plusieurs cas similaires. C'est simplement, ça reflète l'intégration de ces données technologiques pour arriver à les transférer dans ces objets biologiques, finalement. Alors, revenons rapidement sur cet historique. C'est un historique que j'ai tiré en partie de cette publication, Simian et Bissell, que j'ai complété avec 2-3 remarques, que j'ai simplifié aussi un peu pour ne pas vous ennuyer trop longtemps avec l'historique, mais c'est quand même intéressant de savoir où ces organoïdes trouvent leurs racines. Et vous verrez qu'en fait, des découvertes fondamentales ont commencé à être faites dans les années 50. Alors, 1906, c'est le début de la culture de cellules. 1906, dans les années 1906 jusqu'à 1926, l'invention des tubes de culture, vous en souvenez certainement. Une observation faite par Thomson en 1914 qui est intéressante, où il définit en fait 2 types de culture d'organes de cellules. Un type qu'il appelle contrôlé, c'est quand ce qui pousse à une forme définie, par exemple, on va prendre un morceau de membre d'un petit poulet qui se développe, le mettre en culture, c'est une culture contrôlée. Par contre, rapidement, de ces cultures vont se détacher des cellules qui vont commencer à envahir les milieux de culture, et il appelle ça des cultures non contrôlées, uncontrolled. D'accord ? Donc, quand il y a une morphogenèse, c'est contrôlé. Quand les cellules sont individualisées, c'est non contrôlé. Alors ensuite, des développements techniques d'une importance, certes, mais très loin de l'importance de cette expérience absolument fondatrice en 1952 de Moscona et de Moscona,
qui font la chose suivante, qui prennent un rein, qui dissocient ce rein, mais ce n'est pas une dissociation au niveau vraiment cellulaire. C'est une dissociation qui se fait à l'époque avec des cellules uniques, mais aussi des cellules un peu agrégées. Et puis Moscona et Moscona s'aperçoivent qu'en fait, quand ils remélangent ces agrégats de cellules dissociées, ils obtiennent une structure qui est très similaire à la structure de départ. Et cette expérience, évidemment, est une expérience clé parce que c'est la première qui soulève cette propriété très extraordinaire d'auto-organisation des systèmes vivants. Alors on verra tout à l'heure si vraiment on peut qualifier cette expérience comme une expérience qui illustre l'auto-organisation ou bien si c'est un auto-assemblage, comme plus tard l'a défini Sasai. Ces expériences seront suivies assez rapidement par des expériences qui sont maintenant dans les textbooks, dans les livres qu'on donne aux étudiants, qui sont des grands classiques en fait. Et je vous en montrerai deux, juste par pur plaisir, qui sont les expériences de Johannes Oldfretter, un embryologiste allemand qui a fait beaucoup de ces expériences de réagrégation cellulaire, et puis des expériences fameuses d'Alfred Girer à Tübingen sur la morphogenèse des hydrozoaires, de la petite hydre d'eau douce. Ce sont des expériences fascinantes. 1952. Ensuite, on arrive en 1956 avec une expérience extrêmement importante de Hermann et Guy qui sont les premiers à isoler à partir d'un traitement acide de queue de rat, ils arrivent à isoler une sorte de gelée à l'époque qui est en fait un gel de collagène. Ce gel de collagène, ils peuvent donc le distribuer sur une boîte de pétri, la solidifier, et c'est, à ma connaissance, la première fois que l'on peut reconstituer un milieu de culture qui permet une culture en 3 dimensions. Parce qu'on a affaire cette fois à une sorte de gel qu'on a au fond d'une boîte. Ensuite, évidemment, utilisation de ce gel pour cultiver des cellules, tout un développement technologique derrière, jusqu'à la caractérisation en 1973 d'une molécule extrêmement importante qui est la fibronectine, qui a été caractérisée, à mon avis, par Ruoslati et Heinz, en fait. La fibronectine, qui est une glycoprotéine, qui est homodimérique, donc qui fonctionne que lorsqu'elle est couplée à une même molécule de fibronectine, c'est 2 molécules identiques qui travaillent ensemble, et qui font partie de la matrice extracellulaire, une matrice qui est très impliquée, bien sûr, dans l'adhésion des cellules et donc, par conséquent, dans la migration cellulaire. Les cellules épithéliales sécrètent des protéines qui vont, en dehors des cellules, fabriquer une couche sur laquelle ces cellules vont pouvoir s'installer, croître, bouger. C'est ce qu'on appelle la membrane basale. Et la matrice extracellulaire, c'est le matériel qui est donc sécrété par ces cellules pour construire cette membrane basale. Parmi les récepteurs à la fibronectine sont les intégrines, qui sont des molécules produites par la cellule, qui, elles, sont capables de mécanotransduction avec des effets sur le cytosquelette. Donc là, vraiment, on touche au cœur du problème. C'est une molécule qui est découverte, et rapidement, on s'aperçoit que c'est une molécule qui est sécrétée par des cellules épithéliales pour faire cette membrane. On s'aperçoit plus tard qu'en fait, cette molécule qui est maintenant dans cette couche va signaler aux molécules qui sont transmembranaires, qui sont dans ces cellules épithéliales, les intégrines,
entre autres, et ces intégrines vont avoir un effet à l'intérieur des cellules, en modifiant le cytosquelette. D'où le lien entre la présence d'une matrice extracellulaire et la réorganisation des cellules de par leur cytosquelette, ce qui est évidemment totalement essentiel lorsque l'on veut faire des cultures en 3 dimensions, puisque ces cellules vont avoir besoin de bouger, de se réaménager, etc. Donc ça, c'était vraiment une découverte essentielle. Autre découverte totalement essentielle, en 1977, c'est ce fameux gel dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, qui est isolé en fait de cellules de sarcome, de souris, qui est un sarcome qui avait été isolé par Engelbreth, Holm et Swarm. C'est pour ça que dans la littérature, vous le trouverez sous le nom de EHS, les cellules EHS. Ce sont simplement des cellules tumorales qui dérivent d'un chondrosarcome et à partir desquelles on peut extraire une sorte de mélange gélatineux de protéines qui sont sécrétées par ces cellules de sarcome et qui forment ce qu'une compagnie, me semble-t-il, a appelé le matrigel. Alors, le matrigel, c'est vraiment un mot extrêmement important dans tout ce domaine des organoïdes. C'est vraiment un des composés de base de la culture en 3 dimensions. C'est le matrigel. Je ne suis pas absolument certain qu'on sache à l'heure actuelle, qu'on connaisse toutes les protéines qui se trouvent dans ce matrigel, mais c'est un gel extrêmement fécond pour faire pousser des cellules dans l'espace. Et puis, 1979, là on se rapproche, découverte d'une autre molécule, cette fois qui est trimérique, extrêmement importante, qui est la laminine. Alors la laminine est une protéine également de la matrice extracellulaire, qui est un composant de base de ce qu'on appelle la basale lamina, c'est-à-dire la partie la plus proche des cellules dans cette matrice extracellulaire, la lame basale, et qui est donc la partie la plus importante concernant l'adhésion de ces cellules, leur migration et leur différenciation cellulaire. C'est une molécule qui est hétérotrimérique, donc contrairement aux fibronectines qui travaillent par paires de même molécules, là il faut 3 laminines différentes pour faire une laminine fonctionnelle. La basale lamina est bien entendu sécrétée également par les cellules épithéliales et forme une partie de la membrane basale. Donc là, on arrive au début des années 80. Vous voyez ici, en fait, la position de la basale lamina, ici, et de la membrane basale en dessous, puis les cellules épithéliales. Et je dirais que la découverte la plus importante ensuite vient presque 10 ans plus tard, avec la démonstration par le laboratoire de Minabicel que ces gels riches en laminine pouvaient en fait entretenir en quelque sorte une fonction hépatocellulaire. Alors il ne s'agit pas du tout de produire des organoïdes hépatiques, il s'agissait de mettre en culture dans ces gels de laminine des morceaux de foie et de voir que ces morceaux de foie pouvaient continuer en fait à avoir une fonction hépatique dans ce milieu ambiant. Ensuite, une découverte intéressante, 1989, qui est en fait la première utilisation de ces gels de culture. Vous voyez ici les cultures en 3 dimensions. La première utilisation de ces gels de culture dans des tests fonctionnels. Et dans ce cas particulier, c'était simplement de comparer un épithélium de glande mammaire normal avec des cellules cancéreuses dérivant d'un épithélium de glande mammaire.
Et dans ces cultures à 3 dimensions, on peut très bien maintenir cette structure comme elle est, alors que cette structure devient anarchique. Alors, je ne pense pas que ce soit vraiment un test diagnostique fiable ou qui soit utilisé. Je pense même qu'on peut voir des choses très similaires en culture en 2D, mais c'était une bonne validation du fait que l'on peut utiliser ces cultures en 3 dimensions pour avoir des tests fonctionnels. Et puis ensuite, alors les choses s'enchaînent. 1991, l'impact des intégrines sur la régulation des gènes, ça je ne vais pas vous en parler, c'est peut-être un peu en dehors du cours. En 2001, l'utilisation de ces cultures 3D avec du collagène pour étudier les mécanismes de branchement, c'est la publication que je vous ai montrée tout à l'heure avec le traitement de TGF-alpha. Et puis ensuite, alors 2009, 2008, l'émergence des organoïdes. Premièrement, en 2008, des cultures de cellules ES qui conduisent à la fabrication de tissus polarisés qui ressemblent à des tissus nerveux. Très rapidement, ce qu'on a appelé des mini-GOT, donc des systèmes de culture qui permettent de récapituler des morceaux d'intestin. En 2012, formation de optic cop, des organoïdes de rétine, même de neurorétine. Et puis 2013, Lancaster, production de ces mini-brains, non seulement à partir de cellules iPS humaines normales, mais également à partir de cellules iPS dérivées de patients. Et j'ai mis ici, en fait, ces 4 étapes. Ces organoïdes sont produits à partir d'agrégats de cellules souches embryonnaires, cellules ES. Ceux-ci sont produits, comme on le verra en détail, à partir d'une seule cellule unique, qui est une cellule souche de l'intestin, que l'on trouve au fond des cryptes, qui est positive pour un marqueur qui s'appelle LGR5. Ces organoïdes sont produits à partir d'agrégats de cellules ES embryonnaires souches humaines, et ces organoïdes sont produits à partir d'agrégats de cellules iPS humaines, donc dérivés d'un adulte, reprogrammés à l'état cellule souche, on verra à la fin du cours, dérivés à la fois de, alors je dirais à la fois de gens normaux et de patients qui s'ignorent et de patients qui souffrent de microcéphalie. Voilà. Je vais passer maintenant aux caractéristiques principales qui font que ces organoïdes sont tellement étudiés à l'heure actuelle en recherche fondamentale et en recherche clinique. Ce sont 3 caractéristiques qui, comme on l'a vu tout à l'heure, définissent, en fait, sont nécessaires et, à mon avis, pratiquement suffisantes pour définir les organoïdes. Premièrement, la présence concomitante de types cellulaires multiples appartenant à des tissus particuliers. Ça, c'est une des caractéristiques des organoïdes. La deuxième caractéristique, c'est une organisation spatiale de ces différents types cellulaires. Ces types cellulaires ne sont pas organisés de façon anarchique, il y a une organisation dans l'espace qui, d'une façon ou d'une autre, nous rappelle l'organisation du tissu de départ ou du tissu qu'on aimerait atteindre. Et puis, troisièmement, ce point essentiel dont je vous ai déjà parlé, une architecture générale de ces ébauches de tissus. Ces tissus sont construits d'une façon telle qui nous rappelle la construction du tissu que l'on aimerait atteindre. Laissez-moi vous montrer un exemple de chacune de ces 3 caractéristiques. Ce sont des exemples, pas forcément les meilleurs, mais ceux qui me sont apparus comme
en tout cas les plus simples à décrire. D'abord, lorsque l'on compare ces organoïdes à des cultures traditionnelles, on voit qu'en fait ces 3 points n'existent pas. Dans les modèles traditionnels, culture en 2 dimensions, on a une composition cellulaire qui est généralement monotypique. Alors bien sûr, les gens parmi vous qui font de la culture de cellules voient parfois des types cellulaires qui partent un peu à gauche ou qui partent un peu à droite. On a de la différenciation spontanée, etc. Mais on n'arrive pas à garder dans une même culture cellulaire des types différents de cellules différenciées qui vont cohabiter pendant un temps relativement long. C'est ça. Deuxièmement, à l'évidence, les modèles traditionnels, culture en 2D, ne peuvent pas montrer d'architecture cellulaire d'origine, c'est leur définition. Et puis, il faut bien le dire, les systèmes en 2D, si parfois ils sont capables de donner des réponses physiologiques, ont quand même des capacités limitées à récapituler l'ensemble des fonctions spécifiques d'un tissu particulier. On peut très bien, sur une culture de cellules d'un organe particulier, balancer une hormone précise, balancer une cytokine et avoir une réponse qui ressemble à la réponse qu'on va avoir avec un organe. Mais on est très loin de la qualité des réponses, je vais vous montrer dans quelques minutes, qui sont mises en œuvre dans les organoïdes. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est donc la coexistence de multiples types cellulaires. Et en fait, j'ai choisi l'exemple des organoïdes d'intestin pour avoir l'occasion, dès le début, de vous introduire au système de l'intestin, qui est un système relativement simple que l'on va pas mal discuter dans ce cours. Alors, l'intestin, c'est un système qui est fait de bosses et de creux, que l'on appelle des villi, vous voyez ici un villus, et des creux qui sont des cryptes. Donc l'intestin, en fait, si je le dessine en circulaire, partirait d'ici et tournerait comme ça, n'est-ce pas, avec les villi, bien sûr, dirigés vers l'intérieur, n'est-ce pas, et puis ces cryptes, ici, dirigés vers l'extérieur. D'accord ? Bon. En fait, cet intestin, tout ce tissu épithélial, est composé en gros de 5 types cellulaires différents, pas beaucoup plus. Un type est à l'origine de 4 autres types, ce sont les cellules souches. Vous savez que l'intestin se renouvelle constamment, c'est une structure qui, je ne sais plus, toutes les semaines ou toutes les quelques semaines, est entièrement rénovée, et les cellules qui produisent tous les types cellulaires se trouvent au fond des cryptes ici, ce sont des cellules souches que vous voyez en jaune là. Au fond de chaque crypte, vous avez quelques-unes de ces cellules souches. Ces cellules souches se divisent et en fait, les cellules filles de ces cellules souches remontent le long, remontent et remplacent les cellules qui vont mourir et se dégager dans l'intestin. Donc en fait, quand vous regardez cette structure de façon dynamique, vous avez l'impression presque d'un tapis roulant. Vous avez l'impression que ces cellules constamment remontent. Ce sont des cellules qui remontent vers l'intérieur de l'intestin et puis meurent et sont éliminées à l'intérieur de l'intestin. Constamment. Maintenant, ça se passe à tout moment. Alors, ces cellules souches que vous voyez là produisent en fait 4 grands types cellulaires. Vous avez d'une part les entérocytes, qui sont toutes ces cellules, vous voyez là, dont la fonction principale est d'absorber et de sécréter. Elles vont absorber les lipides, elles vont sécréter certains enzymes qui vont traiter les lipides, etc. Ce sont les cellules de base de notre intestin. Vous avez des cellules entéro-endocrines qui sont en fait des cellules qui sont les messagères pour informer le cerveau de ce qui se passe dans l'intestin.
Ce sont des cellules qui vont donc informer en haut, recevoir des informations et sécréter des hormones, notamment des hormones qui sont liées à la digestion ou à la satiété. Cellules entéro-endocrines. Vous avez des cellules qu'on appelle des goblet cells, des cellules en gobelet, qui sont principalement responsables d'une production massive de mucus qui va être utilisé pour couvrir l'intérieur de notre intestin, pour essayer le mieux possible de lutter contre les millions et les millions de bugs, de microbes qui vont s'y trouver. Donc c'est un mucus qui va être là pour essayer de sauver le plus longtemps possible ces cellules intestinales. Et puis, vous avez les cellules de Paneth, extrêmement intéressantes, qui, comme les cellules souches, ne se trouvent qu'au fond des cryptes. Les 3 autres types cellulaires, vous les trouvez partout. Ces cellules souches se trouvent qu'au fond des cryptes, un peu comme si elles étaient là pour protéger ce pool de cellules souches. Ce sont des cellules qui sont responsables de sécréter des peptides antimicrobiens. C'est pour ça que certaines personnes, pas tout le monde, certaines personnes pensent qu'en fait, à cause de cette localisation au fond des cryptes, que ces cellules sont vraiment là comme une sorte de garde prétorienne pour entourer ces cellules souches et faire en sorte qu'elles ne soient pas attaquées par des microbes. C'est un système qui est un système extraordinairement bien organisé et très, très dynamique. On a vraiment de la peine à s'imaginer ce système qui constamment, pendant que je vous parle, vous m'écoutez, est en train de nettoyer ces cellules, de les remplacer constamment, partout, tout le temps. Lorsque vous faites des organoïdes d'intestin, vous pouvez analyser ces organoïdes pour voir quel type de ces cellules se trouve à l'intérieur. Et la façon dont on va faire cela est une façon assez simple, parce que chacun de ces types cellulaires produit des protéines ou fait fonctionner certains gènes qui ne sont pas produits par d'autres types cellulaires, et donc on peut utiliser des marqueurs. On peut utiliser des marqueurs de couleur, des marqueurs de fluorescence, pour voir quel type cellulaire se trouve où. Et je vous montre ici un travail de Sato et al. Dans Nature, le groupe de Hans Clevers. Vous voyez là un organoïde d'intestin, et vous voyez que lorsque ces auteurs utilisent de la viline, qui est un marqueur spécifique uniquement des entérocytes, vous voyez les entérocytes. Lorsque ces auteurs utilisent de la mucine, qui est un marqueur qui révèle uniquement la présence de cellules en gobelet, vous voyez ces cellules en gobelet. Lorsque vous utilisez du lysozyme, qui est un composant essentiel des cellules de Paneth, vous voyez qu'il y a des cellules de Paneth. Et puis quand vous faites une coloration avec de la chromogranine, qui est une molécule spécifique des cellules entéro-endocrines, eh bien vous voyez quelques cellules entéro-endocrines. Donc en fait, dans ces organoïdes d'intestin, qui, dans ce cas précis, dérivent d'une seule cellule. On discutera la semaine prochaine. Une seule cellule souche. Vous voyez que quelques jours, quelques semaines plus tard, on a des organoïdes qui ont eux-mêmes différencié les 4 grands types cellulaires que l'on trouve normalement dans un intestin. Ça, c'est une des caractéristiques vraiment fondamentales des organoïdes. C'est cette capacité à s'auto-signaler, à prendre des décisions de façon totalement intrinsèque pour produire ces différents types cellulaires. Deuxième caractéristique, l'architecture. Alors j'ai pris 2 exemples ici. Un exemple qui est un exemple historique, bien entendu, qui est
la production, c'était vraiment le laboratoire qui, à mon avis, a le plus et le mieux travaillé dans ce domaine, qui était le laboratoire de Yashiki Sasai au Japon, qui tragiquement a dû arrêter ses recherches, mais qui était le premier à montrer, à partir de cellules ES, la formation, c'est extrêmement étonnant, la formation de cette rétine, de cette neurorétine, ici. Alors, ce que vous voyez là, c'est 2 images, après 9 jours de culture, d'organoïdes de rétine. À droite, vous voyez une section histologique d'un embryon, cette fois, à un stade 11,5 jours. Chez la souris, c'est un tout petit peu plus que le milieu de la gestation. Donc vous voyez que l'œil est déjà bien en formation. Vous voyez ici la rétine, et vous voyez ici le cristallin, lens, d'accord, le cristallin. Alors, de façon très intéressante, vous voyez qu'il n'y a pas de cristallin dans ces organoïdes de rétine. Il ne faut pas trop leur en demander non plus. On verra pourquoi, en fait, il n'y a pas de cristallin. On trouve une explication à ce genre de choses. Parce que pour pousser l'auto-organisation jusqu'à ce stade de produire un cristallin, il fallait un morceau de tissu supplémentaire. Et c'est connu depuis les expériences de Spemann d'induction, et je vous en dirai un petit mot un peu plus tard. Mais vous voyez qu'en fait, non seulement ces organoïdes produisent une rétine, mais ils produisent également cette couche rouge ici, qui est donc un épithélium pigmentaire. C'est la couche que vous voyez ici. C'est les 2 couches qui sont absolument nécessaires pour fabriquer une rétine. Vous avez une neurorétine, qui est cette partie-là, et puis un épithélium pigmentaire qui est derrière, et ces 2 couches forment ce qu'on appelle la rétine. D'accord ? Et vous voyez que non seulement dans ces organoïdes, on produit ces 2 couches cellulaires, mais l'architecture est préservée. Elle est très étonnante. Regardez cette architecture, c'est absolument ahurissant. Je veux dire, ça ressemble trait pour trait à l'architecture d'une neurorétine d'un foetus. Alors ça, ce sont des travaux qui ont été faits il y a déjà de nombreuses années, et actuellement, ces organoïdes de rétine ont été perfectionnés à un point tel, et notamment par le groupe de Botton-Roschka à l'Institut Friedrich Micher à Bâle, que ces gens commencent vraiment à pouvoir étudier des maladies dégénératives, des maladies qui touchent à la rétine, parce qu'ils arrivent à reproduire toutes les couches de neurones qui sont dans la rétine. C'est des travaux absolument spectaculaires pour lesquels, malheureusement, je n'ai pas pu avoir d'image, parce que c'est des travaux qui sont évidemment extrêmement, importants. Deuxième point qui touche à l'architecture, c'est ces fameux scripts. Vous voyez qu'ici, on a un organoïde d'intestin qui ressemble à celui que je viens de vous montrer, en fait. Mais la raison pour laquelle je vous montre celui-ci, c'est que lorsque vous faites une coloration pour LGR5, alors ce n'est pas une coloration habituelle, ce qui se passe ici, c'est qu'on a un gène qui s'appelle LGR5 et qui est fonctionnel, qui fonctionne, qui fabrique une protéine uniquement dans les cellules souches. Uniquement dans les cellules souches. Donc ce que l'on peut faire dans des cas de ce genre, on peut, à l'aide de systèmes génétiques performants, et notamment ce fameux CRISPR-Cas9, donc ces ciseaux moléculaires, on peut aller coller un morceau de protéine fluorescente à ce gène LGR5. Et en quelque sorte, on abuse de sa confiance, en fait. Ce gène est persuadé qu'il fabrique une protéine LGR5, mais en fait, non, il fabrique une protéine fluorescente. Alors, on peut même trouver
un petit twist pour lui faire fabriquer à la fois la protéine LGR5 pour être sûr que le système va fonctionner, et en plus une protéine fluorescente. Ce n'est pas très compliqué aujourd'hui. Donc ce que vous voyez en fluorescence ici, en fait, c'est l'activité réelle du gène LGR5. Simplement, on peut le voir en fluorescence parce qu'il produit une protéine qui fluoresce. D'accord ? Et vous voyez qu'en fait, ces cellules sont restreintes à cette partie-là de cette structure. Ce qu'on voit ici, c'est une crypte, en fait. C'est une crypte. Alors, on reviendra là-dessus pendant toute une leçon, en fait, et je vous montrerai que les autres types cellulaires, on va les trouver ici. Tout est organisé d'une façon... alors qu'en fait, cette structure dérive, encore une fois, d'une cellule unique. D'une cellule unique, mais une cellule LGR5 positive. Alors, je vous montrerai dans 2 leçons des travaux qui sont extrêmement récents, qui ont été publiés dans Nature Online la semaine passée, en fait, d'un groupe bâlois qui montre que contrairement au dogme, parce qu'évidemment, les organoïdes n'échappent pas à la règle qui veut que quand il y a des dogmes, ces dogmes, tôt ou tard, sont cassés. En prenant des cellules qui sont LGR5 négatives, qui sont à proximité de ces cellules LGR5 positives, on peut obtenir des organoïdes qui sont tout aussi beaux que les organoïdes obtenus par une cellule LGR5 positive. Et on verra un peu comment on peut interpréter ce genre de résultat. Troisième caractéristique, l'aspect fonctionnel. Et là, il m'était difficile de ne pas vous montrer 2 travaux qui vraiment illustrent d'une façon patente le fait que ces structures, ces organoïdes en culture, non seulement peuvent s'organiser, non seulement ont des types cellulaires placés au bon endroit, mais en plus fonctionnent comme le tissu sont censés représenter, doit fonctionner. Alors, l'image de gauche, qui est une image un peu compliquée, mais ne vous focalisez pas sur cette partie de droite, c'est en fait un organoïde de glande mammaire. Alors, peu importe comment il était produit, le fait est que vous avez ici une double coloration. Vous avez en rouge de l'actine, qui vous permet de voir les cellules, etc. Et vous avez en vert une coloration du lait. Du lait, c'est une glande mammaire. Et ce que vous voyez en bas, c'est un organoïde similaire dont la seule différence avec celui-ci est qu'il a été cultivé, traité en présence de prolactine. Et vous voyez que cet organoïde réagit de façon extrêmement stéréotypée pour une glande mammaire. Cet organoïde va sécréter du lait. Ce qui est intéressant, toutefois, c'est que vous voyez que les endroits qui sécrètent ce lait, si ça vous intéresse, je vous recommande la lecture de cet article, ce n'est pas anarchique. Ce n'est pas toutes les cellules qui vont soudainement sécréter du lait. C'est une architecture de sécrétion qui ressemble en fait à l'architecture que l'on voit dans des glandes mammaires. C'est un système qui est relativement bien organisé et probablement c'est cette organisation qui permet cette réponse fonctionnelle. Donc on est là vraiment déjà un degré au-dessus d'une pure organisation morphologique avec des cellules un peu éparses, etc. Non, non, c'est vraiment quelque chose de cohérent. Et puis alors sur la droite, là on touche vraiment à l'explication peut-être la plus patente, à la démonstration la plus patente de la capacité de ces organoïdes à fonctionner de façon normale. Ce que vous voyez en fait, ce sont ces fameux mini-brains, ces mini-cerveaux. Il s'agit là d'un organoïde
qui a une structure qui ressemble à une structure corticale, une structure de cerveau. On en discutera aussi passablement. Mais ce que je voulais vous montrer aujourd'hui avec ce mini-brain, c'est que vous avez deux exemples ici qui sortent du même laboratoire, de Lancaster, en 2013, et puis 5 ans plus tard, 4 ans plus tard, vous voyez les différences de résolution pour les experts parmi vous, où l'on voit qu'en fait, ces organoïdes, lorsque vous colorez ici des cellules souches gliales, que ces cellules souches vont se mettre à migrer à partir de la zone ventriculaire, vous voyez là. Une zone ventriculaire, c'est donc une zone de vide, un espace qui va entourer un peu comme l'intérieur de notre moelle épinière, hein, donc où se trouve la source des cellules souches des neurones qui vont migrer, qui vont monter par exemple dans les vésicules, qui vont monter dans le cortex. Eh bien, vous voyez que ces cellules sont parfaitement capables de démarrer une migration. Alors, ça ne va pas très très vite, hein, mais de démarrer une migration. Vous voyez que c'est en heures et en minutes. Hein, donc après 7h20 minutes, ces cellules tranquillement quittent la zone ventriculaire pour aller quelque part. Alors 4 ans plus tard, ce quelque part, vous le voyez là en bas maintenant, où vous voyez ce démarrage de la zone, une zone subventriculaire ici, et vous voyez ces neurones qui sont capables de faire un très très long trajet pour arriver dans une couche qui est définie comme la plaque corticale. N'est-ce pas? Donc, ce que vous voyez là, en fait, c'est une migration de cellules souches de neurones, des neurones souches, en fait, pas des cellules souches, ce sont des neurones qui vont plus se diviser maintenant, et qui sont en train de migrer vers ce qu'on peut appeler un cortex. Tout cela dans une sorte de mini-cerveau que l'on a en culture, ce qui, évidemment, ouvre la voie à des tas d'analyses. Comment ces neurones migrent, d'où vient leur vitesse, quelle est leur dynamique, qu'est-ce qui peut les empêcher de migrer, qu'est-ce qui peut les faire aller plus vite, qu'est-ce qui peut les faire diviser, etc., qui sont des questions qui probablement peuvent être étudiées sur ce type de système. En plus, vous avez peut-être noté, ce que j'ai indiqué en bas ici, c'est que ces expériences se passent en imaging live, ce qui, bien évidemment, lorsque l'on a affaire à un embryon, est quelque chose de totalement exclu. Imaging live, ça veut dire que tout cela peut s'observer en temps réel avec des outils optiques, des outils microscopiques. Je pense par exemple à ces microscopes light sheet, donc qui ont des faisceaux de laser qui sont parallèles à l'échantillon, ce qui vous permet de maintenir pour des temps très longs ces échantillons sous le microscope, et donc qui vous permettent de prendre des images et de suivre en temps réel ce qui se passe sur ces organoïdes. Alors bien entendu, ces trois propriétés conduisent à cette caractéristique totalement essentielle que j'ai déjà mentionnée 2 fois, qui est cette capacité d'auto-organisation. Comment cela est-il possible? Comment, en partant d'une cellule unique ou même de quelques cellules que l'on agrège, qui va instruire ces cellules, qui va leur dire quoi faire, quand, comment? Alors bien sûr, ces cellules ont un génome, elles ont de l'information, mais comment cette information va être traduite en termes de morphogenèse, en termes d'architecture, dans un système artificiel, c'est pour moi une question qui est très mystérieuse. Alors j'ai pris cette image à un collègue de l'EPFL, Matthias Lutolf, qui est un ingénieur qui travaille beaucoup sur ces questions d'auto-organisation. Évidemment, la question de l'auto-organisation est une question qui dépasse de très loin les frontières des sciences de la vie. C'est quelque chose qui intéresse tous les scientifiques à de nombreux égards. Et ce que j'illustre avec ça, c'est qu'en fait,
ces mécanismes d'auto-organisation peuvent être différents selon la qualité des environnements. Et ça, on le sait. Vous avez un groupe de cellules qui va s'auto-organiser d'une façon X dans un environnement particulier, qui va s'auto-organiser d'une façon Y dans un autre environnement. Alors par environnement, par exemple, un milieu de culture, la présence de cytokines, la présence de protéines particulières, etc. Dans un troisième environnement qui va le faire différemment, qui est toutefois capable de le faire en absence de différence dans l'environnement. C'est un environnement qui est totalement homogène. Donc ce ne sont pas des décisions qui sont imposées par l'environnement extérieur. Est-ce que ce sont des décisions qui sont imposées par des pressions, par des aspects mécaniques extérieurs? On n'en sait rien. Ce sont les études qui sont en cours, en fait. Est-ce que ces phénomènes d'auto-organisation sont influençables par des forces mécaniques, par exemple? Est-ce que si l'on se mettait à presser certains de ces organoïdes, on irait vers un destin un peu différent? Par contre, ce qu'on sait, c'est que lorsque l'on rend ces champs extérieurs inhomogènes, on peut avoir des auto-organisations qui sont inhomogènes. C'est des expériences qui sont faites. Et c'est vraiment toute l'idée de ce qui se passe aujourd'hui dans l'ingénierie de ces organoïdes, à savoir d'essayer de les cultiver dans des microchambres qui sont produites par des imprimantes biologiques, des microchambres qui permettent à la fois des micro-ajustements de l'environnement ou des micro-pressions sur ces entités biologiques, toutes choses qui sont rigoureusement impossibles à faire avec des embryons. Donc ça, c'est tout un champ de recherche qui est en train de s'ouvrir sur ces embryоïdes. Cette auto-organisation, en fait, elle a plusieurs niveaux et elle a été caractérisée justement par Yoshiki Sasai lors de ses travaux sur la production de ces organoïdes de rétine. Alors, vous voyez que la façon dont c'était fait prend des cellules souches, agrégation de ces cellules souches, et puis surtout ici, la clé de l'affaire, c'est le milieu, la qualité du milieu, et ça on le verra la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans ces milieux pour obtenir des organoïdes différents? Comment est-il possible qu'à partir de la même cellule souche, vous pouvez avoir des intestins, vous pouvez avoir quelque chose d'autre? Ça dépend évidemment de l'environnement, de la culture. Alors Sasai définit ce nouveau terme qu'il appelle stigmergie comme étant un mécanisme de coordination indirecte entre différents agents de l'environnement. Ce n'est pas une synergie, parce que ces agents ne vont pas se mettre ensemble pour produire quelque chose de plus important qu'ils ne l'auraient fait chacun de leur côté. C'est une stigmergie. C'est en présence de plusieurs de ces facteurs, on va obtenir une réponse qui va partir dans un sens plutôt que dans l'autre. Mais la raison pour laquelle je vous montre cette image, c'est plutôt pour ces trois termes ici, parce que Sasai y définit en fait trois niveaux d'organisation. Extrêmement important. Il y a ce qu'il appelle l'auto-assemblage. Ça, c'est extrêmement typique des magnifiques expériences de Holtfreter. Je vous en parlais. L'auto-assemblage. Il y a ce qu'il appelle l'auto-organisation, c'est-à-dire un assemblage organisé. Un assemblage organisé. Ça, c'est, à mon avis, typique de quelques-unes des expériences d'Holtfreter. Et puis, il y a ce qu'il appelle l'automorphogenèse, c'est-à-dire un assemblage qui s'organise et qui, en plus, va produire une architecture précise. Donc, il y a une très grande différence entre l'auto-organisation et l'automorphogenèse, d'après Sasai. Alors, nous, on utilise le terme auto-organisation pour, en fait, qualifier ces trois processus,
mais dans le fond, au niveau du principe, c'est très différent. L'auto-assemblage ne nécessite en fait que la présence à la surface de ces cellules de quelques protéines de reconnaissance homophilique, comme des cadérines par exemple. Les cellules se retrouvent, se collent ensemble, on a un auto-assemblage. Là, on passe à une auto-organisation, c'est un petit peu plus compliqué. C'est que les cellules se retrouvent, se mettent ensemble, mais selon un schéma qui est plus compliqué que seulement je te colle, tu me colles. Et puis finalement, l'automorphogenèse, où non seulement on se colle, mais on va produire quelque chose comme résultat du collage. On va se reconnaître, on va se mettre ensemble, et une fois qu'on est ensemble, on va produire un morphe. On va produire une forme, on va produire quelque chose. Ça, c'est ce qu'il appelle l'automorphogenèse. Alors, je vais terminer ce cours en vous montrant qu'en fait, ces processus d'auto-organisation, d'auto-assemblage, d'automorphogenèse, et en particulier dans le domaine de cette morphogenèse de la rétine, sont connus depuis très longtemps, en fait. Et en particulier la morphogenèse de la rétine, qui est un cas de figure d'école que l'on apprend à tous les étudiants en biologie de première année, en fait, qui est un phénomène essentiel en biologie du développement qu'on appelle l'induction. Et même l'induction réciproque, la double induction. Et cela se passe de la façon suivante. Ce que vous voyez en haut ici, c'est évidemment quelque chose d'un peu compliqué à visualiser, mais imaginez que vous avez un embryon qui est comme ça, donc qui se développe comme ça, qui est en train de pousser, avec la tête qui est en train de pousser, et vous avez une section qui passe à travers, une section histologique qui passe à travers comme ça, et vous regardez par-dessus. D'accord ? Donc ce que vous voyez là, c'est la partie antérieure, la partie postérieure est là, les yeux vont émerger de chaque côté, et cette couche épithéliale que vous voyez là, c'est le futur tube neural, c'est le système nerveux central qui est en train de se développer. Un moment, pendant le développement, ce système nerveux qui se développe va émettre deux bourgeons latéraux qui vont partir de chaque côté, que vous voyez là, ici et là, et ces bourgeons vont aller toucher l'ectoderme de part et d'autre. D'accord ? Le contact entre ces bourgeons et l'ectoderme va induire la formation de la rétine. Donc la rétine, c'est une structure qui résulte d'une induction. Ce ne sont pas des cellules qui décident un matin, ben voilà, on va faire une rétine. Pas du tout. Ce sont des cellules qui attendent avec une compétence de faire une rétine. Elles savent que le jour où elles vont recevoir un signal, elles vont faire une rétine. Mais elles ne la font pas. Ce signal, elles le reçoivent de cet ectoderme, de cet épithélium ectodermique, qui va toucher l'épiderme. Et vous voyez que ces cellules vont s'invaginer, et c'est pour cela que cette rétine-là va avoir cette forme. Ces cellules vont rentrer à l'intérieur et pousser ce tissu nerveux qui va prendre cette forme pour faire une rétine. D'accord ? Vous voyez ici, là vous avez un agrandissement. D'accord ? Donc là vous allez avoir formation de cette rétine. D'accord ? La partie ectodermique à l'extérieur, ici, va se transformer dans ce qu'on appelle une placode, va s'épaissir, va prendre un type épithélial, va rentrer avec cette rétine et va devenir le cristallin. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi ces organoïdes n'ont pas de cristallin. Parce que
il n'y a pas cette couche cellulaire ici. Donc, ils ne peuvent pas produire de cristallin à partir d'une rétine. Il manque l'induction. La question, c'est comment se fait-il que ces organoïdes puissent produire une rétine, une neurorétine, en absence de cette couche? Parce que jusqu'alors, on pensait, des expériences qui ont été faites dans les années 20, on pensait qu'on ne pourrait pas obtenir de rétine s'il n'y avait pas d'induction. Et en fait, si vous disséquez, par exemple, si vous prenez ce morceau ici et que vous le placez ici, donc vous répétez cette induction, mais en présence d'un ectoderme ici qui n'est pas compétent, parce que seul l'ectoderme distal est compétent, eh bien, vous ne formerez pas de rétine. Donc, in vivo, dans la vraie situation chez l'embryon, pour faire une rétine, il faut un contact entre deux types cellulaires. Ce contact, non seulement va faire une rétine, mais en plus, va faire un cristallin. Dans les organoïdes de rétine, on va faire une rétine qui sera une rétine, comme je vous l'ai montré, qui est une rétine qui est plus qu'une neurorétine, qui est une vraie rétine, avec une neurorétine et un épithélium. Et pourtant, on n'a pas de cristallin. Et ça, c'est une question qui reste à résoudre, à mon avis, qui évidemment n'est pas vraiment discutée dans le champ, parce que les gens qui font ces organoïdes ne connaissent pas ces expériences. Malheureusement, ce sont des expériences anciennes, mais qui sont tout de même enseignées en classe de biologie. C'est vraiment l'exemple type d'induction réciproque, avec une première induction qui va dans ce sens, une deuxième induction, puisque plus tard, comme vous le voyez ici, le cristallin va induire la cornée. Alors, c'est un exemple qui est extrêmement intéressant, en dehors de ce champ des organoïdes, puisque c'est vraiment un exemple, vous savez, Darwin se posait beaucoup la question du développement de l'œil, parce que l'œil est une partie qui est un organe qui est fait de plusieurs parties différentes, et si une des parties manque, l'œil ne voit pas. Et Darwin se posait la question, mais comment peut-on évaluer un objet dans son entité alors que chacune des parties n'est pas solidaire du reste, en fait? Et c'est un des arguments clés que actuellement les tenants du dessin intelligent, l'intelligent design, appellent sous le nom de complexité irréductible, c'est-à-dire que l'œil est d'une complexité qui est irréductible. Et donc, comment peut-on évoluer? Et en fait, la réponse, Spemann l'avait, puisque, effectivement, on voit que tout évolue ensemble. Si vous réduisez la taille de départ, vous allez réduire tout en cascade. Donc, c'est une structure qui se construit peu à peu par des inductions réciproques. Et aujourd'hui, en voyant ces organoïdes de rétine, c'est vrai qu'on peut légitimement se poser la question, mais comment fonctionne ce système d'induction à l'intérieur de ces rétines artificielles? Voilà, je propose d'arrêter là, et puis j'espère vous voir la semaine prochaine. Merci beaucoup.